On y est. Bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe. Mon nom est Shimon Jagiellou, correspondant du magazine Forbes Afrique à Bruxelles. J'aurai aujourd'hui l'immense honneur de modérer ce débat sur une thématique particulièrement intéressante, l'industrie créative en Afrique. Comme vous le savez, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, les industries culturelles et créatives ont souffert depuis le début de la crise de la Covid-19. En effet, les artistes et les professionnels de la culture sont souvent exclus des dispositifs conventionnels en matière de protection sociale. Dans ce contexte, plusieurs organismes internationaux, avec l'UNESCO en tête, plaident aujourd'hui donc pour que le secteur de la culture ne soit pas oublié dans les plans de relance au niveau des États, car il est non seulement un moteur économique important, mais aussi un secteur porteur de sens et d'identité. À titre d'exemple, en 2017, plus de 2 millions d'emplois étaient directement liés au secteur des industries culturelles et créatives en Afrique, favorisant notamment l'insertion de beaucoup de femmes et de jeunes sur le continent. Alors aujourd'hui, avec la montée de la digitalisation, de la consommation numérique, notamment au niveau culturel, quels sont les défis? Quelles sont éventuellement les opportunités offertes par le numérique aujourd'hui dans ce secteur en particulier? Nous en parlerons des enjeux et des perspectives. Et avec ça, j'ai l'immense honneur d'accueillir nos intervenants, M. Franck Ourgeau, qui est le directeur de l'accélérateur M. Bonjour, M. Franck. Bonjour Shimon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis déjà heureux de pouvoir modérer ce panel avec vous. J'ai ensuite M. Baya Chamala, qui est le fondateur de Basix. Bonjour. Basix, oui, bonjour. Content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, c'est un immense honneur aussi pour moi. Voilà, je voulais aussi m'adresser aux participants. Nous avons un petit chat. Surtout aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des questions en indiquant à qui est-elle adressée, parce qu'il nous semble aussi important quand même que vous participiez à ce débat qui sera fortement intéressant. Et avant de nous lancer, je dirais en profondeur dans le sujet, j'aurais, monsieur Ourgeau, une question à vous poser. Qu'est-ce que, selon vous, sont les ICC? Parce que, éventuellement, au sein de notre auditoire, peut-être les gens n'ont pas une notion accrue, une connaissance accrue de ce secteur en particulier. Mais merci beaucoup, Shimon, pour cette question. Je trouve cette question très pertinente parce que il se trouve que les ICC sont parfois mal définis ou alors trop largement définis. Il est vrai que si on devait donc creuser sur les industries culturelles et créatives, on trouverait pas moins d'une soixantaine de filières qui sont impactées. Il y a plusieurs exceptions des industries culturelles et créatives. Je me suis permis d'en retenir une, qui est une des définitions du périmètre établi par la BPI, la Banque publique d'investissement en France, et son lab. Donc, si vous me permettez, je vais juste vous passer une seule slide, qui va rapidement vous donner un aperçu de l'ensemble des secteurs d'activité qui sont donc impactés par les ICC. Donc, on en retrouve 10. Alors, je crois que vous voyez l'écran. J'espère que vous voyez l'écran. Oui. Voilà, très bien. Voilà, alors la BPI, très récemment, l'an dernier, pour être précis, a redéfini le périmètre des secteurs d'activité. Alors attention, dans chacun des secteurs, on peut retrouver plusieurs filières. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les ICC ne se limitent pas aux activités de loisirs, de culture, comme le théâtre ou même des médias. Donc, je commencerai peut-être par l'architecture. Alors, l'architecture, même si elle ne pèse que 4%, ça fait partie des industries culturelles et créatives, au même titre que l'art de vivre, les arts de la table, l'ameublement, la décoration, les arts visuels pour 9%, dans lesquels on va retrouver la photographie, les arts plastiques, le design, la gastronomie, trop souvent oubliée dans les industries culturelles. Donc, alors, bien sûr, parce que la France est un pays viticole et vinicole, donc le vin essentiellement, mais pas que le vin. On trouve de plus en plus d'initiatives autour de la bistronomie et des arts culinaires ethniques. Il y a bien entendu les médias audiovisuels, souvent c'est leur apanage, hein, c'est eux qui tirent vers eux les ICC avec la radio, la télé, le cinéma, la musique, la vidéo, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, un petit mot sur le e-sport qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est devenu une activité économique à part entière puisqu'elle mixe maintenant effectivement les joueurs, les gamers, les geeks, avec de véritables clubs de foot, par exemple, pour ne parler que de FIFA. Il y a aussi les spectacles vivants, évidemment. Donc, le théâtre, les concerts, les spectacles. Donc, là aussi,
On y reviendra pendant notre panel. La publicité pour 9%. Bien sûr, tout ce qui touche à la muséographie et au monument, donc le patrimoine. Et pour finir, la mode, le luxe, la beauté. Alors la beauté, non pas dans la fabrication des cosmétiques, mais plutôt dans leur habillage, comment les flacons, les contenants, les packaging sont créés par des créatifs, donc c'est bien de l'industrie créative. Et enfin, les médias imprimés, parce que les livres restent quand même les supports qui véhiculent le mieux la culture. Et la presse, puisqu'elle est informationnelle. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que finalement, je trouve que ça pose le cadre et ça nous donne une idée de l'immensité et de la variété des activités qu'on peut retrouver dans les ICC. Et je suis sûr que nos collègues ici présents dans le panel vont pouvoir illustrer à tour de rôle certains de ces secteurs d'activité. Merci Shimon, en tout cas, de m'avoir permis de présenter ce panorama. Donc, comme vous dites, votre présentation montre effectivement la richesse et la variété de toutes les filières qui sont dans cette industrie créative et culturelle. Au passage, je voudrais me permettre de saluer notre autre intervenante, Aïda. Bonjour, qui nous vient du Maroc. Comment ça va? Bonjour Aïda. Bonjour à tous. Vraiment navré, j'ai eu quelques problèmes techniques, mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci, merci d'être parmi nous. Pour revenir encore vers vous, Monsieur Araujo, vous avez parlé des variétés, mais est-ce que vous auriez éventuellement quelques chiffres à nous transmettre sur le poids de l'industrie créative et culturelle en Afrique, éventuellement? Alors, oui, effectivement. Alors, malheureusement, j'ai des chiffres qui datent un petit peu, mais malgré tout, ils reprennent quand même, peu ou prou, ce qu'on vient de voir en termes de secteur d'activité. Donc, dans le cinéma, en Afrique et au Moyen-Orient, il y a quelque chose comme 585 000, presque 600 000 emplois qui sont concernés pour un chiffre d'affaires qui tourne autour du 1,5 milliard de dollars. Vous voyez, c'est pas négligeable. Bien entendu que ce n'est pas que l'Afrique, il y a aussi le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient pèse quand même assez lourd là-dedans. On va retrouver bien sûr la presse, les journaux, les magazines pour presque 170 000 emplois, pardonnez-moi, et 9,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La musique, plus de 500 000 emplois, 2,9 milliards de dollars. La radio, un peu moins, 86 000 emplois, mais 2,2 milliards de dollars quand même, vous imaginez bien. La télévision, 420 000 emplois et 13 milliards de dollars. L'architecture, bien entendu, on construit beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique. Donc 70 000 emplois, 3,3 milliards de dollars. Je terminerai par les arts visuels, quelque chose comme 360 000 emplois et 13 milliards de dollars. Les jeux vidéo, ils deviennent de plus en plus agiles, nos amis africains et du Moyen-Orient, avec 40 000 emplois et 2,9 milliards de dollars. Enfin, les livres, 317 000 emplois et 4,4 milliards de dollars. La publicité, 29 000 emplois, 5,1 milliards de dollars. Et le dernier, les spectacles vivants, 272 000 emplois et 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà les chiffres que je peux... Ça nous donne vraiment un aperçu plus ou moins global sur le poids économique de cette industrie, mais qui malheureusement, dans le contexte un peu de la pandémie liée à la Covid-19, souffre énormément quand même. D'énormes pertes sont quand même à noter du point de vue européen, mais aussi du côté africain. Et c'est pour ça, Aïda, je me tournerai un peu vers vous, si je me permets. Comment, voilà, vous qui êtes une start-up, je dirais une organisation qui promeut l'artisanat au niveau marocain, vous résistez à cette pandémie, aux conséquences éventuellement négatives ou peut-être même positives pour vous? Très bonne question. MyKinsey est une startup qui est complètement digitale. Donc, de ce fait, elle est résiliente par rapport au Covid parce que justement, on permet à ces acteurs de l'ICC, notamment dans l'artisanat, de pouvoir vendre en ligne et donc de ne plus être autant touchés par la pandémie du Covid qui atteint plus particulièrement ce qu'on appelle les brick and mortar, donc les commerces physiques. Donc en fait, nous sommes là pour justement essayer de pallier au maximum les effets du Covid en permettant aux artisans et aux créateurs marocains de pouvoir avoir un nouveau canal de distribution qui n'est pas tant physique mais digital. Donc si je comprends, quelque part, la pandémie, l'utilisation du numérique a permis d'accroître quelque part vos activités. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager avec vous de quelle manière et à quel point le numérique a-t-il contribué à ce que vous accroissiez vos activités dans votre secteur en particulier? Oui, bien sûr. Alors, nous, dans le secteur particulier de l'artisanat, en fait,
il faut savoir que la plupart, surtout au Maroc, la plupart des ventes sont générées par le tourisme. Donc, c'est le tourisme qui va venir et acheter de l'artisanat marocain. Quand la Covid est arrivée, il n'y avait plus de moyens pour le touriste de venir et d'autant plus que tous les commerces étaient fermés. Du coup, nous avons accéléré notre croissance grâce à deux choses. La première, c'est que nous avons onboardé encore plus d'artisans sur le site qui avaient compris tout à coup le besoin de virer digital et de vendre en ligne parce que sans commerce, on ne pouvait pas vendre. Et la deuxième, c'est aussi l'État, donc le ministère de l'Artisanat, qui a aussi compris que c'était primordial pour le Maroc que l'artisan se digitalise et qui a donc signé un partenariat avec nous qui nous a permis justement de créer des synergies, de faciliter l'onboarding et d'augmenter le chiffre d'affaires de tous ces artisans qui sont sur notre plateforme, qui n'auraient jamais rien, qui auraient sûrement rien vendu sans ce canal parce que leur shop était fermé. Alors moi, je me tournerai aussi avec la même question vers vous, Monsieur Amaya. Pandémie de la Covid-19, numérique, positif, négatif pour le secteur de la musique au niveau de l'Afrique francophone? Il faut dire qu'en Afrique francophone, on a sérieusement été touché parce que la majorité des revenus tirés dans la musique provient essentiellement des spectacles. Et en même temps, avec la montée progressive du streaming musical, donc ça a été un tout petit peu mitigé dans le sens où il y a eu réduction des spectacles, mais alors sensiblement, notamment dû au confinement. Réduction de circulation des artistes, mais les gens se sont réfugiés sur le digital. Mais là, sur le digital, on a pu observer une certaine croissance, notamment des souscriptions en termes d'abonnés sur notre plateforme. Mais au bout de compte, ces utilisateurs se sont retrouvés limités à cause de l'offre data qui reste quand même élevée. Donc, ce sont les deux grandes difficultés que nous, on a rencontrées. Et comme on était en plein déploiement commercial de notre offre freemium et en discussion avec les annonceurs, cela nous a touchés sensiblement. Donc, on a été touchés sensiblement dans le sens où tout a été bloqué. Les annonceurs, donc les potentiels partenaires avec qui on était en discussion et qui étaient vraiment engagés dans l'accompagnement de la plateforme, ont dû tout annuler. Mais malgré ça, on s'est quand même débrouillé pour avancer, mobiliser certaines sommes pour fonctionner et finalement déployer une offre premium, qui est disponible depuis quelques semaines déjà en RDC. Mais en parlant, je trouvais très intéressant ce qu'avait cité même Daya tout à l'heure, c'est qu'elle a reçu quelque part un appui un peu de l'État aussi. L'État était fort concerné pour le développement de son secteur en particulier. Est-ce que dans le cadre musical, je dirais en RDC ou en Afrique en général, l'État vous soutient-il assez, surtout pour générer, je dirais, au niveau de ces musiciens? Dieu sait qu'il y a du talent du côté africain qui est indéniable, hein, il est en abondance au niveau musical, mais on a toujours l'impression qu'il y a toujours des problèmes pour les musiciens de quelque part, de gagner leur pain. Donc, est-ce que l'État fait quelque chose? Manque-t-il? Quels sont les défis auxquels les musiciens font-ils face dans la musique en Afrique? C'est l'une des grandes questions, en fait, qui nous préoccupe, nous, les acteurs dans le secteur. Pour répondre clairement, oui, quelque part, l'État soutient les artistes. Mais est-ce que les artistes sont suffisamment outillés pour s'organiser, pour développer l'industrie? Je ne crois pas. Sinon, cela aurait été fait depuis longtemps. Maintenant, est-ce que les acteurs eux-mêmes, dans la chaîne de valeur, dans la production, dans la gestion des droits d'auteur, dans le management des artistes, est-ce que la chaîne est respectée? Est-ce que tous les acteurs arrivent à se réunir pour constituer cette force et permettre à l'État de comprendre les vrais enjeux pour s'engager de manière logique et rationnelle dans l'organisation du secteur? La réponse est tout simplement non. Donc, en gros, l'État est disposé. On l'a beaucoup senti quand l'État a subventionné des artistes, notamment l'association qui regroupe les artistes musiciens. On a remarqué la volonté de l'État. Le gouvernement en RDC a toujours soutenu les musiciens, a toujours été proche des musiciens, mais malheureusement, c'est toujours les musiciens, en fait, justement, avec qui ils sont en discussion et non avec les acteurs qui sont un peu en offline
si je puis dire, dans le business. Et c'est peut-être ça qui fait un tout petit peu ce défaut, parce que ceux qui sont en backup, ce sont eux qui organisent l'ensemble de l'industrie musicale, du circuit de production à la vente, à la promotion, etc. Mais malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'organisation. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Depuis peu, nous, les acteurs, notamment notre plateforme de streaming, notre start-up et d'autres acteurs, on parlait tout à l'heure en off de Moombi, on essaie un petit peu de s'organiser pour structurer le secteur de la musique et aussi engager l'État en tant que partenaire pour développer ce secteur afin qu'il puisse permettre aux artistes de dégager des revenus suffisants et en vivre, et aussi en même temps de dégager des revenus pour le pays. Et comme vous avez cité Morombi, effectivement, qui est une figure de proue hein, de la musique en RDC. Monsieur Arrojo, j'aurais aussi vous poser un peu cette question dans la même veine, mais plus du côté européen, parce qu'on est dans une thématique, dans une conférence qui lie l'Europe et l'Afrique. Est-ce que du côté peut-être français ou européen, l'État, les moyens que met l'État pour aider le secteur culturel sont-ils suffisants et à la hauteur de l'enjeu quelque part? Écoutez, je pense que oui. L'État a pris quand même la mesure des difficultés traversées par tout le secteur, hein. Alors notamment les salles dans leur grand ensemble, les salles de théâtre, les salles de cinéma, elles sont fermées, elles ne reçoivent pas de public. Donc je pense que l'État français, ce serait compliqué de vous en parler à l'échelle européenne, mais en tout cas l'État français a vraiment pris la mesure de la catastrophe qui s'annonce pour ce secteur d'activité, en particulier les spectacles vivants, mais pour l'ensemble aussi, d'ailleurs, hein, pour les autres activités. Hein. Ils ont mis ça sous perfusion, évidemment. La France fait partie, je pense, des pays principaux qui ont vraiment mis la main à la poche et qui ont aidé tous les secteurs d'activité, notamment le secteur de l'événementiel, le secteur de la culture, le secteur de la musique. Donc oui, ils ont pris la mesure et ils ont mis les moyens, évidemment. Mais je voudrais rebondir quand même sur cette question, parce que pour le coup, le digital, vous disiez tout à l'heure, Shimon, le digital, oui, non. Je pense que la contrainte, souvent, fait naître de la créativité, de l'innovation. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on a tous été à marche forcée contraints d'utiliser, bien sûr, le digital pour travailler et télétravailler. Le télétravail s'est imposé à nous. Et de la même manière, les acteurs et opérateurs des industries culturelles et créatives, quels qu'ils soient, sont eux aussi amenés à se transformer. Alors, plus encore d'ailleurs dans la musique, puisqu'on parlait de la musique, plus encore, imaginez un concert aujourd'hui, un concert sans public. C'est compliqué. En revanche, il y a actuellement des expérimentations qui sont menées pour digitaliser les concerts. Alors, il est évident qu'on n'aura pas la même sensation de faire partie, en assistant à un concert, j'allais dire, de l'émotion collective qui peut se produire pendant le spectacle. En revanche, on voit bien qu'il y a aujourd'hui la possibilité, aux quatre coins du monde, de joindre des musiciens, des artistes, et de concocter de nouvelles formes de spectacle et donc de nouvelles formes de consommation de cette culture. C'est une machine qui est en route et que nous n'arrêterons pas. Le digital servant essentiellement de support, il faut le dire. Hein, le digital ne fait pas tout. Le digital est un moyen. On considère que c'est un moyen pour finalement apporter et distribuer la culture et la créativité dans les foyers, plutôt que de les concentrer dans un lieu en particulier dans lequel viendraient assister les spectateurs comme le monde d'avant. Donc le monde d'après, je pense que ce sera un monde hybride entre la possibilité d'y assister et de le consommer aussi d'une autre manière avec le digital, même si l'écran des ordinateurs, des télés, des smartphones est un peu plus froid que le fait d'être en prise directe avec les artistes. Ma prochaine question serait pour vous, Madame Candil. Qu'apporte pour vous le digital, outre peut-être le changement de consommation et une plus grande accessibilité? Quels sont les autres éléments, à votre avis, que le digital apporte à la culture? Vis-à-vis de la culture, moi, mon plus grand point, justement, c'était l'accessibilité, donc la capacité à
à pouvoir être accessible à travers le monde et, et aussi pour des questions de budget. Je pense que le deuxième, c'est aussi sa démocratisation, pour moi, qui est importante. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, prenons un exemple comme un opéra. Un opéra, par exemple, est plutôt associé à quelque chose qui est qui est un cercle fermé, de par le coût d'y aller et l'initiation qui peut être compliquée. Mais si aujourd'hui on était capable d'avoir un concert live et un concert digital avec des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens, par exemple, de payer un ticket, mais par exemple, participation de 5 euros, par exemple, comme ça se fait aujourd'hui. Dans ce cas-là, en fait, même la démocratisation est plus grande parce que déjà, il y a une plus grande portée et il y a une plus grande population qui est capable aujourd'hui d'accéder à ce loisir et à ce moment de culture. Pour moi, c'est aussi très important. Et ouais, je pense que la démocratisation est aussi Vous l'avez un mentionné point aussi, l'accessibilité, hein, un élément important. Pourquoi est-il un élément si important pour vous, Madame Candy? L'accessibilité et la L'accessibilité. démocratisation. Ok. L'accessibilité pour moi est importante parce que en fait, pour moi, ça permet un peu d'équilibrer la plaie. Je sais pas comment on dit, equilibrate the field, dans le sens où si j'ai le choix, je peux prendre un choix, mais si ce n'est pas accessible pour moi, je n'ai pas le choix, je ne peux juste pas y accéder. Et c'est de là d'où vient en fait l'importance. C'est vraiment de donner le choix à tout le monde de pouvoir accéder à la culture et après que eux, par eux-mêmes, délibèrent s'ils veulent ou pas y participer. Est-ce aussi un moyen peut-être de rencontrer un nombre plus grand de personnes aussi au sein je dirais, d'un festival ou d'une conférence donnée, par exemple? Oui, complètement. C'est aussi, ben oui, par exemple, quand on prend l'exemple du digital, il n'y a pas forcément de limite de place ou par exemple, quand on parle d'un site e-commerce, il n'y a pas de limite d'inventaire. Donc dans ce cas-là, c'est clair qu'au lieu d'avoir une capacité maximum de 200 personnes, on peut être 10 millions sur un même événement, et il n'y a pas de zone géographique aussi délimitée. Donc oui, de ce point de vue-là aussi, c'est très intéressant d'intégrer le digital dans cette industrie. Écoutez, moi j'ai la même question pour vous, Monsieur Chiamala. Outre les éléments qui ont été déjà cités, est-ce que vous voyez d'autres, je dirais, conséquences positives issues de la digitalisation de la culture au sens général et surtout en Afrique? L'avantage du digital en Afrique, surtout en particulier en Afrique subsaharienne, c'est effectivement ce côté accessibilité. Aujourd'hui, par exemple, avec le coronavirus, on a eu des expériences partagées avec des artistes. On s'est associé avec une plateforme de live streaming pour organiser un concert. C'était la première expérience vécue à Kinshasa. Et donc l'artiste ne pouvait plus se produire sur scène et normal, comme on le disait tout à l'heure, dans une salle, mais il a dû se produire dans un studio, dans un plateau studio monté spécialement pour l'événement, avec la possibilité maintenant pour ses fans de suivre de l'autre côté, derrière leur téléphone portable ou leurs ordinateurs. Et donc c'est non seulement l'accessibilité, mais c'est aussi un rapprochement. Parce que ce rapprochement-là, avec tout le dispositif digital qu'il y a derrière, permet aux artistes et à leurs fans de rester constamment en contact. Et on le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux. Nous, avec les plateformes de streaming musical, on arrive à connecter les artistes et les fans. Donc, il n'y a plus forcément besoin d'attendre de voir l'artiste en backstage lors d'un concert ou d'un festival ou dans la rue pour l'aborder ou chercher à l'aborder. Donc, il y a cette proximité qui se crée. Et de cette proximité, il y a un renforcement de collaboration, de liens qui se créent entre l'artiste et les fans et qui permet finalement, en fin de compte, aux artistes de pouvoir vraiment les engager dans des actions, les demander de les suivre lorsqu'ils ont des passages dans les médias ou lorsqu'ils ont des œuvres qui sont publiées, les écouter ou visionner les vidéos. Et c'est vraiment ça la force du digital. Donc ça réduit les barrières, il n'y a plus de limites, c'est démocratisé, donc on entre
partout où on veut. Maintenant, après, derrière, moi, j'aime bien insister là-dessus, il y a d'autres challenges aussi à relever, notamment le coût de la data. Le coût de la data qui continue de peser sur les utilisateurs, surtout chez nous en Afrique subsaharienne. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui ont les moyens arrivent à se connecter et à suivre. Ceux qui n'en ont pas, ils sont un tout petit peu handicapés. Mais ça pousse également dans cet élan de créativité d'engager des discussions avec les acteurs, les opérateurs télécoms par exemple, pour développer des forfaits spécifiques pour des événements, pour des abonnements dans les plateformes, puisqu'on en a vu, hein, d'ailleurs ici, entre parenthèses, des forfaits spécifiques créés pour les églises. Les églises ne pouvant plus accueillir leurs membres dans les salles, puisque évidemment, confinement oblige, mais les opérateurs télécoms, sachant que ça constituait un grand marché pour eux, ils sont allés développer des offres spécifiques. Mais il fallait maintenant leur faire comprendre que c'était la même chose qu'il fallait dupliquer pour les artistes, lors des concerts, etc. Et cela a fait comprendre effectivement l'importance de la chose, et les discussions sont en train de continuer, et on espère qu'effectivement tout ça va nous permettre de driver le positif pour que ça impacte justement sur le développement de l'industrie culturelle et musicale en particulier. Justement, vous avez très bien mentionné que du côté au niveau subsaharien, certains challenges malheureusement sont là. Moi, je voudrais quand même parler un peu aussi parce que, Monsieur Araujo, vous avez cité quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé de spectacle vivant dans votre présentation. Quelle est selon vous votre analyse sur les conséquences négatives ou de quelle manière le spectacle vivant pourrait-elle éventuellement survivre la période post-pandémie? Oui, alors ça nous met bien en perspective du coup, et restons optimistes pour que cette pandémie nous permette enfin de retrouver un semblant de vie normale. Pour ce qui concerne les spectacles vivants, et en écho avec la question que vous m'aviez posée sur le gouvernement français et puis en Europe, qu'est-ce qui avait pu se passer. Une initiative intéressante quand même. Le gouvernement français a décidé de s'accaparer à nouveau un canal de la TNT, le 20 pour être précis, qu'il a rebaptisé en Culture Box, et qui est une chaîne éphémère. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement pour donner à la créativité, à la création culturelle et artistique, un nouvel élan pour ne pas rester, puisque les salles sont toutes fermées. Il y avait ce canal-là qui était utilisé par France Première, je crois. Enfin, c'est un des France Télévisions, un des canaux France Télévisions. Je ne peux pas faire de pub gratuite, mais donc. Et ils ont décidé que ce canal serait dédié à la diffusion de spectacles, et notamment de spectacles vivants qui n'ont pas de public. D'accord? Donc, on voit bien que là, ils ont pris la mesure aussi. C'est pas juste en mettant l'économie sous perfusion avec des subventions, des financements, voire des prêts. C'est aussi concrètement redonner la parole, redonner la possibilité aux artistes de s'exprimer dans leur langage à eux, que ce soit du théâtre, de l'opéra, comme Aïda l'a si bien dit, qui parfois est considéré comme du spectacle pas si accessible que ça, à toutes les couches socio-économiques, quelques pays que ce soit d'ailleurs. Et là, bah, du coup, ça redevient accessible. Alors, post-Covid ou post-pandémie, si tant est qu'un jour on soit en phase de post-pandémie, restons optimistes. Moi, je pense que les lieux vont rouvrir, vont accueillir à nouveau du public, mais vont adjoindre le digital pour pouvoir diffuser plus largement. Et là, je vais reprendre à mon compte une suggestion de Aïda, donc rendons à César ce qui est à César, mais dans la préparation de ce panel, elle avait évoqué quelque chose qui me semblait très intéressant, et je vais sortir du spectacle vivant, même si vous allez comprendre que c'est pas très éloigné, pour revenir sur la mode. La mode, les Fashion Week, il y en a à Paris, il y en a à Milan, il y en a un peu partout, il y en a à New York. Voilà. Quand quelqu'un qui est très versé dans la mode se rend à des défilés de mode, le physique finalement ne permet pas de tout voir. Il permet de voir que là où je me trouve, le créateur et les mannequins qui vont défiler avec ses créations sur le dos, ou en tout cas vêtus de ces belles créations. Le digital, pour le coup, et je rejoins absolument mes collègues autour de ce panel, démocratise, rend plus accessible, proximité oblige, évidemment, mais je dirais même qu'il nous donne presque un don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'au final, on peut être à plusieurs endroits à la fois et on peut consommer beaucoup plus de choses à la fois. Alors, c'est peut-être plus de la pré-consommation
que de la consommation au sens littéral du terme. À savoir que la personne qui se rendait à Paris ou à Milan pour assister à une Fashion Week, eh bien, le temps qui lui est imparti va lui rendre impossible de participer à plusieurs défilés. En revanche, elle peut préparer finalement ces défilés en participant à plusieurs défilés à distance et choisir finalement les collections qu'elle voudra soit distribuer, soit s'acheter, soit mettre en avant si c'est un critique. Voilà. Donc, post-pandémie, je ne sais pas si j'ai répondu à côté, mais je pense qu'effectivement, on va être sur une hybridation des activités culturelles et créatives. Voilà, on sera dans une hybridation. Le digital ne va pas disparaître comme ça. Il nous a servi pendant la pandémie. Il va continuer à servir le monde artistique et culturel après la pandémie. Écoutez, je suis de nature assez optimiste, donc c'est pour ça que je me permettais de parler quand même déjà de post-pandémie. Je crois que les mesures nous permettront sous peu de le faire. Moi, pour revenir quand même au challenge, parce que nous avons parlé du contexte plus subsaharien, ici, Aïda, je vais vous poser une question. Quels sont les challenges dans le contexte, je dirais, nord-africain auquel vous avez fait face, auquel vous faites face, et comment vous faites face à ces défis-là? Dans le contexte nord-africain, je pense que déjà les défis de data sont là, mais sont un peu moins présents dans le sens où il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'accessibilité. Je dirais pas que la qualité du réseau est exceptionnelle partout, mais je dirais que l'accessibilité est assez répandue, notamment avec les grands opérateurs ici au Maroc qui œuvrent pour une couverture globale du pays, même dans les milieux ruraux et assez éloignés. Après, c'est sûr que du côté de la digitalisation, on a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de réflexes à adopter. Par exemple, quand on parle juste d'art, tout ce qui est live, etc., va bien se passer. Mais quand on va arriver, par exemple, à l'achat, c'est-à-dire acheter de l'art en ligne ou acheter sans avoir à parler à quelqu'un, il y a encore une certaine hantise de la part du consommateur qui a souvent peur du digital dans ce sens. Parce qu'il y a une perception qui peut être de je ne sais pas à qui appartient le magasin, à qui est-ce que j'achète. Donc je pense qu'il y a aussi toute une éducation à faire autour de ça. Après, il faut aussi ne pas oublier que le digital nécessite que les personnes soient lettrées, ce qui n'est pas un acquis en Afrique du Nord. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut traiter, avec aujourd'hui beaucoup d'accessibilité justement pour les illettrés, avec par exemple, comme on l'a vu, les applications qui font de la note vocale ou qui peuvent chercher sur Google par note vocale, qui peut aider justement ces personnes qui ne savent pas lire et écrire. Mais les challenges sont encore là aujourd'hui et je pense que l'information est là, mais il faut trouver un moyen d'encore plus la démocratiser pour ces populations. Est-ce que vous diriez, alors peut-être, ma question vient comme ça, parce que souvent je vois des innovations qui sont en langue anglaise, en langue française. Qu'en est-il peut-être de la promotion des langues locales? Est-ce que ça permettrait de donner une plus grande accessibilité à la culture pour de nombreux citoyens qui ne parlent pas nécessairement les langues véhiculées par la majeure partie des gens qui innovent dans le contexte africain? Je pense que oui. Aujourd'hui, on a aussi au Maroc beaucoup d'entreprises, de startups dans le domaine des chatbots qui sont en train de créer justement le dialecte de la Darija pour justement permettre aux personnes, par exemple, bon, c'est un contexte complètement à part, mais de la banque, par exemple, d'écrire dans un dialecte marocain où il n'y a aucun dictionnaire et avoir quelqu'un en chatbot qui répond. Donc, en fait, il y a du machine learning derrière qui permet aujourd'hui de créer un sorte de lexique autour de ce dialecte qui pourrait, je pense, être utilisé dans les industries culturelles. Mais le Darija était vraiment un dialecte informel. Il n'y a ni langue, enfin, c'est pas une langue officielle. Il n'y a pas de dictionnaire et dépendamment des régions, les mots changent. Donc, c'est là est tout le challenge. Donc, c'est encore un des challenges auxquels ici on fait face, serait plutôt la promotion des langues locales. Est-ce que les autorités sont sensibles, je dirais, du côté alors marocain à ce défi-là? Oui, je pense qu'elles le sont. Elles le sont parce que c'est un problème qui existe. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de publicités sont en allégé au Maroc. Donc, je pense que c'est un problème qu'on connaît et c'est une manière d'atteindre une plus grande partie de la population parce que 100% des Marocains parlent d'Alija.
c'est pas 100% des Marocains parlent français. Donc, c'est aussi là un moyen justement de démocratiser un peu l'information. Après, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est pas une langue officielle, donc tout est une question d'adaptation. Et la spécificité de l'arabe, entre guillemets, c'est que le marocain, le tunisien, l'algérien, l'égyptien sont tous de l'arabe, mais ils ne pourront pas nécessairement se comprendre entre eux. Monsieur Amala, moi je voudrais pas aller un petit peu plus loin. On cite souvent que dans le domaine, par exemple, musical ou dans le domaine de la créativité, on cite souvent les exemples sud-africains, voire nigérians. Euh, Ils sont considérés même un peu comme des pays de référence pour cela dans ce domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et pour quelles raisons croyez-vous qu'ils ont plus de réussite que les autres pays? Merci pour la question. C'est aussi une très bonne question, hein, parce qu'aujourd'hui, on reconnaît que le Nigeria, c'est vraiment la plaque tournante de la musique aujourd'hui en Afrique, et c'est arrivé en moins de 15 ans. Alors que le Congo, par contre, a largement dominé la musique pendant pratiquement 30-40 ans. Je pense que le succès des Nigérians est surtout basé sur le mindset, la perception business agile et d'attaquer le marché. Ils ont très rapidement su comprendre l'importance du digital. Ils ont su très rapidement capitaliser dessus pour exploser après. Je donne par exemple une histoire qu'on raconte souvent autour d'un groupe, un célèbre groupe nigérian qui s'appelle P-Square, qui a, lui, très rapidement compris qu'il fallait dématérialiser la musique s'il fallait atteindre le succès. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec un vendeur d'appareils électroniques, notamment des flash disques à l'époque, puisque à l'époque on parlait plus d'MP3. Donc c'était un espèce de lecteur MP3 et ils ont suggéré l'idée d'embarquer leur album à l'intérieur et à un prix forfaitaire, donc de le vendre au distributeur. Donc, ce monsieur qui est devenu distributeur, bon, alors qu'à la base il n'était que vendeur de flash disques. Et donc du coup, grâce à ce modèle économique qui a été développé en mettant de la musique dedans et vendu à un certain prix intéressant, alléchant pour le public et une petite promotion autour, les gens ont commencé à racheter. Donc j'achète des flash disques et j'ai de la musique à l'intérieur, du coup, pour un moindre prix. Et en même temps, je découvre des talents du pays, donc forcément, c'est une très bonne chose. Et voilà, le succès est arrivé, le groupe s'est fait connaître en Afrique, et aujourd'hui, ils sont parmi les principaux groupes du continent, même s'ils sont un peu séparés, ils se sont séparés pendant un long moment. Donc voilà de la façon d'aborder le marché au Nigeria, qui est très pragmatique et qui est axé marché. Alors qu'en Afrique du Sud, aussi, de l'autre côté, on peut percevoir la même chose. Mais l'Afrique du Sud est très différente. L'Afrique du Sud est plus structurée. L'Afrique du Sud a plus d'infrastructures que le Nigeria. Alors que le Nigeria, ils sont plus nombreux que les Sud-Africains. Et donc, le fait que les deux pays ont également une perception très différente sur l'engagement du marché, ce qui fait que forcément, il y a un boom quelque part qui intervient. Mais je crois que en termes d'organisation, cela a permis à l'Afrique du Sud, par exemple, d'accueillir les majors chez eux. Et à partir de là, l'industrie musicale a pu se développer assez rapidement parce que voilà, c'est un pays structuré, organisé, où tout fonctionne très bien au niveau des droits d'auteur, au niveau des taxes, des impôts, etc. L'avantage du Nigeria, c'est comme je disais, c'est aussi la population. Aujourd'hui, quand on sort une œuvre et qu'on communique à travers les canaux digitaux, les réseaux sociaux, etc., très rapidement, les gens sont informés. Et si c'est de la bonne musique, c'est une bonne production, une production de qualité, les gens vont consommer très facilement. Oui, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont des vrais modèles et le reste de l'Afrique pourrait s'en inspirer et s'adapter sur le marché. Je crois même qu'ils ont été très avant-gardistes dans le sens où ils se sont informés rapidement sur ce qui se passait à l'étranger, avec la diversification des modèles, des business models dans la vente des albums. Pendant un long moment, ils ont plus misé sur la gratuité pour acquérir une certaine notoriété, et puis par la suite sortir des albums sur les plateformes mainstream comme
voilà, iTunes à l'époque et aussi miser sur les clips vidéo pour générer du revenu sur des plateformes comme YouTube pour ne pas faire de la publicité. Je comprends bien que la notion de perception de marché est un des facteurs clés en tout cas. Justement, en parlant de success stories, Madame Candy, moi j'ai découvert que vous étiez lauréate d'Emerging Mediterranean. Et à cette aune, j'aurais vous demander quels sont pour vous les ingrédients dans le contexte de start-up qui sont actives dans l'industrie créative et culturelle, quels sont je dirais, les facteurs de réussite ou les ingrédients qui poussent un peu à la réussite d'un projet de développement dans ce secteur en particulier? Merci pour cette question. Je ne prétends pas avoir le savoir entier sur cette, mais j'essaierai d'apporter, enfin mon expérience et mon ressenti bien sûr par rapport à mon expérience. Dans l'industrie culturelle, en fait, je pense que l'humanisation était dans mon cas en tout cas, l'humanisation par le digital était très importante. On a compris très vite qu'il fallait, par exemple, nous on vend de l'artisanat, il fallait très vite que ce n'était pas des objets qu'on vendait, mais plutôt le travail d'un artisan et l'histoire de l'artisan. Donc, je pense que dans la culture, c'est aussi dans cette industrie, c'était très important d'humaniser parce que quand, par exemple, on va acheter de chez un artisan, on a l'expérience de l'artisan, mais quand on achète en ligne, on l'a pas. On achète juste un pouf ou un panier. Donc, c'était aussi ça. Donc, la première chose pour moi, c'était vraiment humaniser à travers le digital. Donc, trouver des moyens de rester dans ce cadre et dans ce moment de culture et de connexion, malgré le fait qu'en fait, la personne pouvait être à des milliers de kilomètres. La deuxième, c'est trouver les bons partenaires. Je pense que dans l'industrie culturelle, d'autant plus, c'est très important de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs, pas forcément la même vision globale, mais surtout les mêmes objectifs, d'aligner les intérêts avec des partenaires, notamment comme on l'a fait avec le ministère de l'Artisanat, qui ont œuvré pour nous aider justement à démocratiser encore plus notre solution, et parce que nos intérêts étaient complètement alignés, parce que eux de leur côté voulaient absolument que les artisans se digitalisent. Et ça, on peut le voir partout, et je pense qu'il y a des synergies partout autour de ça, surtout dans le domaine de la culture. Il y a beaucoup de organisations soit non gouvernementales, soit gouvernementales qui sont là, et il faut juste aller essayer de trouver celles au pluriel, qui peuvent aujourd'hui avoir les mêmes intérêts et essayer de les aligner, parce que même si c'est du domaine lucratif ou non lucratif, il y a toujours des synergies à faire, et souvent c'est des acteurs qui sont assez anciens dans le secteur et qui ont donc une assez grande portée. Après le digital, je pense que c'est aussi une question énorme d'éducation, surtout dans le milieu culturel quand on fait une transition. Donc, nous, on fait énormément d'éducation autour de notre start-up, auprès de l'artisan et aussi auprès du client, surtout. Merci en tout cas de vos lumières et de je dirais, de votre point de vue sur les ingrédients qui sont les clés de réussite. Je suis persuadé que les participants ont pris bien note de votre expérience en tout cas. Comme le temps file quand même rapidement, le débat est assez passionnant. Moi, j'aurais, pour peut-être un peu commencer à clôturer malheureusement ce débat, Monsieur Araujo, j'aurais une question pour vous. De votre point de vue et de votre expérience, quelles recommandations feriez-vous aujourd'hui aux autorités ou même aux partenaires privés pour continuer à promouvoir dans ce monde hybride que vous avez cité, ce qui était votre point de vue, pour développer et continuer à ce que la culture joue son jeu, tant d'un point de vue économique, mais que dans la vie aussi, je dirais, sociale? Je vais dire bonne question. C'est une vaste question. Alors, quelles seraient les préconisations sur les policy makers et les grands décideurs politiques? C'est difficile à dire, mais moi, je dirais que pour prendre un exemple, je vais essayer de prendre un exemple pour mieux illustrer finalement ce que j'aimerais proposer, et je vais rebondir sur l'éducation. D'ailleurs, l'éducation, si vous l'avez bien remarqué, fait partie des absents des 10 secteurs que j'ai cités en introduction. Or, les sciences de l'éducation, ce n'est rien de plus, rien de moins que de l'industrie culturelle et créative, l'industrie en moins, on va dire. Là, on a une génération, et je pense que c'est la Terre entière qui a été concernée par la pandémie, des générations entières
ont grandi pendant plus de 13 mois là, avec une intermittence des écoles, des collèges, des lycées, des universités qui ont fermé. Et ils ont maintenu le lien avec leurs professeurs, leurs classes, leurs collègues, que via le fil digital, le fil numérique. D'une part, ça a amené forcément le corps enseignant et tous les pédagogues à revoir leurs copies et probablement à inventer de nouveaux modes d'acquisition des connaissances. Ça vaut pour les langages dont on parlait tout à l'heure, des langages qui parfois ne sont pas normés. On parlait des dialectes marocains, mais en Afrique, c'est des centaines et des centaines de dialectes. Donc, comme en Europe aussi, parce qu'il y a aussi dans certains pays d'Europe encore des dialectes aussi qui se pratiquent. Mais sans aller aussi... restons quand même sur les fondamentaux et les bases de la connaissance que nous nous devons de transmettre aux générations qui viennent. Ces générations, au final, elles grandissent déjà avec ça. D'ailleurs, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que même grandir avec le masque posé sur le visage, ne pas se construire avec le sourire de la personne à qui on s'adresse, c'est déjà un peu compliqué. Et de recevoir l'enseignement de cette manière-là, de manière digitale, en se connectant, mais tout en restant à la maison, vous voyez bien que ça peut être perturbant. Il ne faut pas voir que le côté négatif, il y a aussi ce côté positif, c'est-à-dire qu'au final, ils ont aussi cultivé de nouveaux réflexes pour acquérir les connaissances eux-mêmes. Tout va dépendre, bien sûr, de l'ingénierie pédagogique et de comment on va finalement déployer, dispenser en fait ces connaissances, donc ces apprentissages, ces enseignements. Donc, si on élargit le spectre et qu'on se met en perspective, puisque c'est bien enjeu et perspective à l'heure du Covid, je pense que les gouvernements sont tous, en tout cas ceux qui sont proches de leur population et qui font tout pour préserver leur population, déjà d'un point de vue sanitaire, mais demain d'un point de vue éducationnel, économique, social, démographique. Eh bien, je pense qu'ils auront en tête toutes ces expériences nées de la contrainte, dont je parlais aussi tout à l'heure, et de mettre là aussi les moyens, mais pas que des moyens financiers, surtout les moyens humains, les moyens logistiques, infrastructurels. On a parlé des infrastructures aussi, les opérateurs télécoms, les accès à du débit de plus en plus haut, du très haut débit. On a effectivement, nous ici en Europe, la chance d'avoir du très très haut débit. On est fibré quasiment partout. Et espérons que nos amis africains puissent aussi accéder à ce niveau de débit, la data étant l'enjeu. Et je rejoins notre collègue qui le disait tout à l'heure, la data devient vraiment le gros enjeu, parce que qui dit production culturelle, créative, dit forcément aujourd'hui data, puisque ça va passer par les tuyaux et par le digital. D'accord? Et tout ça, ça va occuper de plus en plus les tuyaux. Les tuyaux vont devoir grandir, vont devoir aller plus vite. Les terminaux, eux aussi, quels qu'ils soient, smartphone, PC, tablette, même télé. Les télés sont devenus smart. Donc, tout ça, tels qu'ils ont pu en prendre conscience du point de vue sanitaire avec les vaccins et toutes ces campagnes de vaccination aujourd'hui, espérons qu'ils en prennent aussi conscience sur le plan culturel, artistique et créatif. Et je pense que c'est le cas et qu'ils vont donner les moyens à tous les opérateurs de pouvoir dispenser cette connaissance universelle. Écoutez, sur cet enjeu donc du big data que vous venez de citer, le temps passe malheureusement et bien qu'il y aura d'autres encore questions très intéressantes que nous pourrions aborder bien évidemment avec toutes vos expériences. Voilà, je voudrais vous remercier en tout cas d'avoir chacun d'entre vous donné des points de vue fortement intéressants en tout cas. Voilà, moi ce que je voudrais faire en tout cas, c'est terminer cette session sur une petite, je dirais, citation qui me paraissait opportun de citer, qui est un proverbe africain. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Elle est le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Et sur cette petite note de réflexion, je vais clôturer ce débat en vous remerciant à tous les intervenants et participants d'avoir regardé ici ce panel. Et encore une fois, un tout grand merci. Je vous souhaite une bonne suite de conférences à vous tous. Ce fut un plaisir de modérer ces débats en votre compagnie. Merci encore une fois, Monsieur Aroujo. Merci à vous, Monsieur Chamala. Et merci, Aïda, pour votre temps. Et encore une fois, vos opinions extrêmement intéressantes durant ce panel. Merci à vous tous. Merci. À bientôt.